Je vais commencer. Le maire arrivera, on l'espère, le plus rapidement possible. Mais il est l'heure et nous commençons donc par des informations générales. Je vous informe que M. Michel Blonde est installé en qualité de membre non élu de la commission municipale numéro 6, Solidarité, politique de la ville et démocratie locale pour le groupe Pont-de-Clair, reprenant la parole depuis le 3 septembre 2025. Il vous est également précisé que nous avons reçu la candidature de Mme Francine Ozou en qualité de membre non élu de plusieurs commissions de la part du groupe Pont-de-Clair, reprenant la parole. La questure a pris réception de cette candidature et elle sera officialisée au prochain conseil municipal. Dans l'intervalle, Mme Ozou pourra bien sûr participer aux travaux des commissions 2, 4 et 5. Il vous est rappelé la nécessité pour un certain nombre d'entre vous de vider votre messagerie qui est saturée. Pour certaines, la question reçoit régulièrement des avis de non-distribution. Le cabinet et le service informatique sont disponibles pour vous aider le cas échéant. Et avant de faire l'appel, je vous rappelle que cette séance est ouverte au public et que les débats sont accessibles en direct sur la page Facebook et YouTube. Je passe la parole à la questure pour l'appel. Monsieur Ferrari donne pouvoir à Monsieur Toscano jusqu'à ce qu'il arrive. Monsieur Toscano. Présent. Madame Emriveoff. Présent. Monsieur Nymphosi. Présent. Madame Grand. Présent. Monsieur Bouquercy. Présent. Madame Beigneloul. Présente. Monsieur Bonnet. Présent. Madame Laïb. Présent. Madame Chemery. Présent. Monsieur Alphonse. Présent. Monsieur Rotolo. Présent. Monsieur Solaire donne pouvoir à Monsieur Bonnet. Monsieur Vital donne pouvoir à Monsieur Nymphosi. Madame Panagopoulos. Présent. Madame Rodriguez. Oui. Madame Bonnet. Présent. Madame Gomez-Viegas. Madame Bousboa, Madame Tardivet donne pouvoir à Madame Bousboa, Monsieur Sétain donne pouvoir à Monsieur Bouquercy, Madame Yakou, Monsieur Langlais, Monsieur Besançon, Monsieur Dridi, Monsieur Dussart, Monsieur B, Madame Bernardo donne pouvoir à Madame Laïb, Monsieur Arrête, Monsieur Durand, Madame Solaire, Monsieur Simian et Monsieur Baudon. Le quorum est atteint. Merci. Il est proposé comme secrétaire de séance Monsieur Bouquercy, s'il l'accepte. Pas d'objection, pas d'autres candidatures, non. Donc, Mébroc, secrétaire de séance. Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 26 juin 2025. Y a-t-il des observations? Pas d'observations. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Adopté, merci. Quelques précisions depuis la réunion des présidents de groupe. La liste de délibérations mise en débat a été adressée par mail au président et orateurs concernés. Elle vous est également remise sur table pour information. Ce sont les délibérations 4, 9, 10, 12, 13, 14, 22 et 24. Le débat sur la délibération numéro 4, si le maire n'est pas arrivé, on la reportera un peu plus tard parce qu'il a des informations à nous donner sur l'avenir de la plateforme chimique. Donc, comme cette délibération est en lien avec cela, on attendra son retour si vous en êtes d'accord. Je vous propose de débuter avec le projet de délibération 1, rapport de la commission d'accessibilité, année 2024. Vous avez eu ce rapport. Il n'est pas prévu au débat. Je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Adopté, merci. Le projet de délibération numéro 2, c'est le rapport d'activité de l'élu mandataire au sein de la société publique locale Isère Aménagement pour 2024. Vous avez vu ce rapport. Y a-t-il des votes contre?
des abstentions? Adopté, merci. La délibération 3, c'est le rapport d'activité de l'élu mandataire au sein de la Société d'économie mixte, la SEM Territoire 38, pour l'exercice 2024. Je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Adopté. Merci. Donc, comme je vous l'ai dit, on reporte la délibération numéro 4 au retour du maire et nous passons à la délibération numéro 5, autorisation donnée à monsieur le maire de céder à monsieur et madame de Eulat, la maison située 2 bis allée Jean-Paul Sartre. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Merci. Adopté. Projet numéro 6, autorisation donnée à monsieur le maire de signer la convention d'adhésion à la centrale d'achat du département de l'Isère. Je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Adopté. Délibération 7, autorisation donnée à monsieur le maire d'adhérer à l'option outils de gestion des recrutements au dos du site PI. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Adopté. Délibération numéro 8, autorisation donnée à monsieur le maire de signer la convention de mise à disposition réciproque de moyens relatifs au plan intercommunal de sauvegarde. Je mets aux voix. Des abstentions, des votes contre? Adopté, merci. Délibération numéro 9, décision modificative numéro 1 du budget principal, et je donne la parole à Maxime Ninfosi, adjoint au maire. Merci, monsieur le premier adjoint. Bonsoir à tous. Donc, décision modificative numéro 1 donc, du budget principal. C'est une décision modificative technique donc de 13 000 €. Je dis technique parce que c'est un transfert de 13 000 € du chapitre budgétaire 011 au chapitre budgétaire 065. Chapitre 011, c'est les charges à caractère général, c'est notamment les fluides sur cette nature comptable de 13 000 € et qui va permettre d'être versé au chapitre 65, le chapitre lié aux subventions. Et on va vous expliquer pourquoi dans la décision modificative numéro 1 de la régie de transport, elles sont liées. Donc je fais peut-être une présentation globale pour continuer. Donc du chapitre 011 au chapitre 65 sur le budget principal, ça c'est une DM technique. Et du chapitre 65, donc du budget de la ville, au chapitre 65 de la régie de transport, donc c'est une subvention de 13 000 € et qui vient notamment recouvrir l'augmentation des dépenses liées à l'utilisation des prestataires de transport, notamment pour le transport des enfants. On a davantage eu recours aux prestataires extérieurs cette année. Et donc, il convient de faire une décision modificative. On a moins consommé sur les carburants au chapitre budgétaire de la 11 de la ville. Et on vient alimenter par une subvention la régie de transport pour avoir recours aux prestataires extérieurs. Voilà. Pour les deux DM. C'est un point technique, mais on est obligé de le faire, puisque les virements de crédit entre chapitres 11 et 65 sont interdits dans la comptabilité publique. Merci pour ces précisions. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Je mets donc aux voix la délibération numéro 9, décision modificative. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Adopté. Et le projet de délibération numéro 10, décision modificative, budget annexe de la régie de transport pour l'exercice 2025. C'est l'explication que nous a donnée l'adjoint. Je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Adopté. Merci. Alors, pourquoi on passe du 10 à la 12? Non, c'est la 11. Ben, j'ai pas de 11. Merci. Donc, délibération 11, autorisation donnée à monsieur le maire de signer la convention portant pour extension du service commun d'expertise fiscale proposé par Grenoble-Alpes Métropole et l'adhésion des communes de Cessiné-Parizet et du Fontanil-Cornillon. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Adopté. Merci. La délibération numéro 12,
Maxime Ninfosi pour le renouvellement de l'adhésion à la plateforme des collectivités solidaires avec SOS Méditerranée. Oui, merci Monsieur le Premier adjoint. On avait pris une délibération similaire l'an dernier avec une subvention de 1 000 € à l'association SOS Méditerranée et nous souhaitons reconduire cette subvention. Je vous rappelle rapidement que cette association a été créée en 2015 et elle vient en aide aux personnes qui risquent leur vie en tentant de traverser la Méditerranée pour avoir une vie meilleure. Et donc ce don permet à l'Ocean Viking, donc c'est le navire de l'association qu'on avait vu dans les médias notamment, puisqu'il avait des difficultés à accoster dans différents pays de l'Europe et il avait été baladé entre l'Italie, la France, l'Espagne, même un petit peu le Portugal. Et ce navire vient justement sauver des vies en mer dans la voie maritime la plus mortelle au monde, à savoir les eaux internationales qui se situent entre la Libye et l'Italie. On évoque notamment le chiffre de 25 000 décès en mer depuis 2014 et 21 700 personnes ont été interceptées par les gardes-côtes libyens en 2024. Donc il s'agit d'apporter un soutien à cette association pour venir en aide à des citoyens du monde qui veulent avoir une vie meilleure et qui tentent de traverser au péril de leur vie la Méditerranée. Mais ce constat se fait également dans la Manche, on le voit notamment dans les médias, entre Calais et Douvres en Angleterre, où on a aussi malheureusement de tristes traversées avec des enfants très jeunes notamment. Donc voilà, il s'agit de soutenir cette association comme on l'avait fait l'an dernier. Et voilà. Et ce qui est une bonne nouvelle, c'est que, enfin, c'est une bonne nouvelle malgré tout, c'est que de plus en plus de collectivités adhèrent et rejoignent cette association. La plus grande nouvelle, ce serait qu'on n'ait plus besoin de ces associations et que voilà, mais on n'y est pas encore et beaucoup de communes ont compris que leur geste était utile à cette association. Je mets la parole si des gens ont une prise de parole. Non, pas de prise de parole. Je mets aux voix des abstentions, des votes contre, adoptés. Merci. Toujours Maxime Ninfosi pour une subvention à l'US de Pont. Oui, on avait dit que tout au long de l'année, on attribuait des subventions aux associations. Là, on a été sollicité par l'US de Pont pour une subvention à hauteur de 2 500 € pour participer financièrement au coût des déplacements et des hébergements des familles qui ont participé à un tournoi qui s'appelle le tournoi des géants à Frontignan avec l'école de rugby pour les enfants de 6 à 14 ans. Il y a eu 61 jeunes qui sont partis sur les 98 licenciés de l'école de rugby qui ont participé à ce tournoi. Et il s'agit, au travers de cette subvention, d'alléger le coût des familles. On sait que parfois, ça peut être un frein pour certaines familles de faire partir leurs enfants au mois de juin sur des tournois, notamment sur la côte. Il y en a de plus en plus dans le sud. Et voilà, on vient apporter un petit coup de pouce au club. Et je tenais à saluer le travail du club, notamment pour aller chercher des enfants et des jeunes. Je pense notamment à leur présence dans le quartier des Îles de Mars tout au long de l'année sur les animations de proximité les mercredis après-midi. Ça a eu un franc succès tout au long de l'année. Et, on travaille à la reconduction de ce dispositif-là. Et le club intervient actuellement aussi dans les écoles, et notamment entre midi et 2 à l'école Jules Verne, et aussi au sein du collège avec un travail en collaboration avec les enseignants pour développer la pratique du rugby à Pont-de-Claix. Voilà pour cette subvention. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Avant le vote, je voudrais préciser un NPPV de Madame Emery Vehoff. Je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Adopté. Merci. Délibération 14, attribution d'une subvention à l'association Coaching Dance dans le cadre du jumelage avec Vinzenlou. Oui. Il s'agit de verser une subvention à l'association Coaching Dance de 2 200 €. L'association Coaching Dance, tout le monde la connaît puisqu'elle est très impliquée sur la ville dans différentes manifestations, à la fois les fêtes de Noël, à l'EHPAD notamment,
avec aussi pas mal de spectacles au moment du solstice. Et ils nous sollicitent rarement, voire quasi jamais, pour des subventions. Et là, ils nous sollicitent particulièrement dans le cadre du jumelage pour accueillir 12 Allemands. L'an dernier, l'association était partie fêter l'anniversaire du jumelage à Vinzennes. Ils ont tissé des liens avec des habitants là-bas et ils ont été très bien reçus, très bien accueillis. Et l'idée, c'est de pouvoir les accueillir cette année. Donc ça se fera fin octobre. Et ils nous demandent un petit coup de pouce financier pour pouvoir les accueillir avec un peu de frais de restauration et quelques activités culturelles notamment. Donc voilà, c'est aussi l'essence même des jumelages, c'est aussi que les habitants ou les associations, elles puissent aussi faire perdurer ces liens entre nous et les Allemands. Donc voilà, ils nous sollicitent pour une subvention de 2200 €. Et je tiens à préciser qu'il restera donc 7050 € sur l'enveloppe annuelle des subventions aux associations. Donc il y a déjà d'autres projets qui vont être présentés au prochain conseil. On a reçu les demandes. Voilà, point global. Merci. Des demandes de prise de parole? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Adopté. Délibération 15. Autorisation donnée à Monsieur le maire de signer la convention de prêt de vélo avec le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Adopté. La 16. Autorisation donnée à Monsieur le maire de signer une convention avec le département de l'Isère dans le cadre du soutien à la parentalité pour la mise à disposition d'un personnel en tant qu'accueillante au lieu d'accueil enfants-parents, la Capucine. Je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Non. Adopté. Merci. Délibération numéro 17. Autorisation donnée à Monsieur le maire de signer une convention de gestion de services avec Grenoble-Alpes Métropole pour le financement du prêt 216, programme de réussite éducative pour l'année 2025. Je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Non. Adopté. Merci. Projet 19. Autorisation donnée 18. Ah ben, décidément. Autorisation donnée à Monsieur le maire de signer une convention de gestion avec Grenoble-Alpes Métropole pour le financement du programme de réussite éducative 15-18 ans pour l'année 2025. Je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Adopté. Merci. Donc, le projet 19. Autorisation donnée à Monsieur le maire de verser une subvention aux 10 coopératives scolaires des écoles de Pont-de-Clay pour l'année 2025-2026. Je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Adopté. Merci. Délibération numéro 20. Autorisation donnée à Monsieur le maire de signer la convention d'occupation du domaine public pour l'exploitation d'équipements de communication électronique avec One Tower France sur le site Maisonna. Je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Adopté. Merci. Projet 21. Autorisation donnée à Monsieur le maire de signer la convention de groupement de commandes de Grenoble-Alpes Métropole pour l'UGAP pour la mise en place de services ACO en langue des signes française. Je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Non. Adopté. Merci. La 22, avis du conseil municipal sur les projets de schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Je donne la parole à Souad Grand, maire adjointe. Bonsoir à tous. Alors, ce projet-là qui est soumis pour avis donc, sera soumis également à l'ensemble des communes de la métropole et à l'avis du conseil métropolitain qui a lieu demain. Alors, le projet de schéma départemental est un document, vous l'avez en annexe, qui fait une centaine de pages et qui fait le bilan du précédent mandat de ce fameux schéma, donc qui datait de 2018 à 2024 et qui maintenant doit définir les nouvelles orientations pour la période 2025-2031. Donc je vous laisserai le lire parce que c'est un document qui est très bien fait, qui est très bien documenté, qui est très explicite et qui recoupe l'ensemble des problématiques que peuvent rencontrer les gens du voyage.
Alors, je ne vais pas vous lire l'ensemble de la délibération, puisqu'elle est assez claire, mais je vais revenir quand même sur 2-3 petits points. Notamment, la révision doit permettre déjà de définir les orientations stratégiques et d'actualiser les obligations des collectivités en tenant compte des besoins constatés lors de cet audit, du contexte de sédentarisation croissante des populations de voyageurs et des problématiques des territoires, telles que le manque de foncier. Ce nouveau schéma, dans la continuité du précédent, doit trouver le juste équilibre entre les droits et les devoirs réciproques des gens du voyage et des collectivités territoriales et fixer des obligations qui sont soutenables et proportionnées aux besoins des populations. Alors pour cela, il a été réalisé en concertation donc avec les collectivités territoriales, les associations représentant les gens du voyage, les usagers et les gestionnaires. Donc c'est un vrai travail transversal qui a abouti donc à un consensus sur toutes les prochaines recommandations. Lors de cette révision, quand vous le lirez, vous allez constater un grand nombre de familles se sédentarisent de plus en plus. Donc nous, sur Pont-de-Claix, on a aussi des gens du voyage qui sont sédentaires. Et elles sont en fait de plus en plus confrontées à des difficultés que connaissent l'ensemble de la population, qu'elle soit métropolitaine, même française actuellement. Donc l'accès aux droits, l'insertion professionnelle, des problématiques sur la santé, la scolarisation, l'illettrisme, et les difficultés encore plus grandes pour les femmes. Sachant qu'on le sait tous, les femmes sont toujours en fait un petit peu les dernières roues du carrosse, et pour certaines populations encore plus, malgré que les choses évoluent quand même dans le bon sens, mais ce n'est pas encore ça. Mais en tout cas, au niveau de la commune de Pont-de-Claix et de la métropole, on sait qu'il y a un gros travail qui est fait, et je remercie le CCAS, en tout cas pour la ville, les services et la métropole, puisque beaucoup d'actions sont faites dans ce sens. Pour rappel, l'aménagement et l'entretien et la gestion des aires d'accueil du voyage n'est pas une compétence communale, mais elle est assurée par Grenoble-Alpes Métropole. Le projet de schéma départemental d'accueil et de l'habitat des gens du voyage est soumis donc pour avis au Conseil, et la commune tenait principalement à insister sur le fait que nous n'étions pas concernés déjà, mais comme nous possédons un terrain sédentarisé, il a été identifié comme tel avec 10 places et il va donc être transformé en terrain familial locatif. Alors ça a été fait suite à ce fameux audit, sachant que ça ne changera rien pour les familles, sauf que cette transformation en fait, va leur améliorer les conditions de vie, puisqu'en fait nous avons l'obligation par rapport au code de l'urbanisme de faire des travaux et d'aménager le terrain en conséquence. Donc voilà, nous serons très vigilants au fait que les familles actuelles qui sont sur place, et c'est des familles qui sont là depuis des dizaines d'années sur la commune, qui sont très bien implantées et qui participent à la vie locale, qu'elles restent là et qu'il n'y aura pas de personnes qui partent ou qui soient bougées. Donc en fait, ça ne changera rien, on en sera extrêmement vigilants. Par ailleurs, on peut signaler que la commune contribue aussi à la mise en œuvre du schéma départemental par son volontarisme au travers de l'accueil des carriers qui sont actuellement localisés sur le site du pont de barrage sur la commune de Saint-Égrève et Saint-Martin-le-Vinoux, et ce qui va permettre en fait pour la métropole à faire la fameuse aire de grand passage de 200 places qui était prévue pour 2026 et qui sera en principe normalement pour 2027. Et c'était un des points les plus bloquants sur le dernier schéma directeur départemental. C'est une bonne chose. Donc en fait, grâce à la ville de Pont-de-Claix, il faut être honnête et il faut dire les choses, nous allons pouvoir contribuer à cette aire de grand passage parce que nous allons accueillir donc, les carriers, donc les entreprises Caron et GCIA dans la zone industrielle des îles. Donc à savoir qu'à la métropole, il y avait des gros débats puisque beaucoup de communes ne voulaient pas récupérer ces entreprises. Voilà. Donc, dans les prémices donc, de cette aire de grand passage, la ville de Pont-de-Claix a été donc proactive et volontariste, et nous avons donc grandement contribué à la réalisation de cette aire en acceptant d'accueillir donc les carriers. Donc, dans le cadre des réflexions conduites à l'échelle métropolitaine, il est donc proposé 4 axes. Donc, la création de l'aire de grand passage d'une capacité de 200 places et d'une superficie d'au moins 4 hectares. Le maintien des 3 aires permanentes d'accueil qui sont à Échirolles, Grenoble et Visil. La transformation des terrains sédentarisés, donc des Bains, Pont-de-Claix, Saint-Martin-le-Vinoux et Poisat en terrains familiaux locatifs.
et la fusion des 2 terrains locatifs de Fontaine et la création de 4 nouveaux terrains sur l'agglomération. Donc il est proposé au conseil municipal de donner un avis favorable au schéma départemental, sous réserve que l'implantation des terrains locatifs familiaux proposés sur la commune se fasse en concertation avec la totalité des occupants actuels et garantisse le maintien sur le site. Voilà, je vous remercie. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Adopté. Projet numéro 23. Autorisation donnée à Monsieur le maire de demander des subventions dans le cadre de la programmation 2026 du contrat de ville engagement quartier 2030 de Grenoble-Alpes Métropole. Je mets aux voix. Des abstentions? Des votes contre? Adopté. Merci. Délibération 24. Autorisation donnée à Monsieur le maire de signer avec la SDH la convention de mise à disposition du local situé au 5-7 allée Stendhal. Et je donne la parole à Louisa Laïb, maire adjointe. Merci, Monsieur Toscano. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, la ville de Pont-de-Claix dispose de locaux mis à disposition par la SDH, Société dauphinoise pour l'habitat, au sein du quartier Île-de-Mars Olympiade, donc au pied des tours 1-3, 5, 7, 9, 11 et 13 de allée Stendhal. Ces locaux sont des locaux classés en LCR, donc locaux communs résidentiels, et de ce fait doivent être utilisés dans un but social et culturel au profit des habitants de la ville et tout particulièrement aux habitants du quartier Île-de-Mars Olympiade. En 2020, suite à l'état de vétusté des locaux, la SDH avait déjà entrepris la rénovation du local partagé du 1-3 à l'Estendal. Donc là, on est dans cette dynamique et cette continuité. Donc, en 2025, la SDH a poursuivi cette démarche de rénovation en y associant les services de la ville concernés. Nous sommes à l'achèvement des travaux. Donc, l'achèvement étant acté, il convient donc de prendre à nouveau une convention de mise à disposition du local 5-7 à l'Estendal avec les modalités d'utilisation, donc fixant les modalités d'utilisation du local entre le bailleur, donc la SDH, et la ville, le preneur. Donc, c'est une rénovation qui rentre dans un cadre donc en lien avec les priorités du contrat de ville engagement de quartier 2024-2030, puisqu'on est sur le quartier QPV. Il est aussi encadré dans le cadre de la convention locale d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ATFPB 2024-2030, qui rend prioritaire, donc je précise bien, aussi l'amélioration du cadre de vie. Donc là, on est vraiment dans cet axe-là, et de la lutte contre toute stigmatisation et précarisation des habitants du QPV. Vu aussi, et j'insiste aussi là-dessus, en lien avec le projet du mandat municipal. Aussi, donc, vu l'avis de la commission 6, que c'est passé en commission 6, et pour information sur la commission numéro 4, et vu aussi sur la convention de mise à disposition du local joint à ces délibérations, il est donc proposé d'autoriser Monsieur le maire, à signer la convention de mise à disposition, ainsi que les pièces relatives à cette mise à disposition du local. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Pas de demande de prise de parole. Je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Non. Adopté. Délibération 25. Rapport du mandataire de la ville de Pont-de-Claix au sein de la SPL ALEC, Grande Région Grenobloise. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Non. Adopté, merci. Projet de délibération 26, actualisation du tableau des effectifs. Je mets aux voix, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Non. Adopté, merci. Nous avons fait le tour. Une suspension de séance, peut-être en attendant Monsieur le maire qui arrive, non, pour la 4. Je ne sais pas si ça vous convient. C'est l'idée. Est-ce que Monsieur le maire est... Il est là? Il est là. Bon. Donc, je vais
je vais présenter la délibération et Monsieur le maire interviendra pour ajouter des éléments supplémentaires. Donc c'est la délibération numéro 4 et je vous informe que nous avons reçu par courrier en date du 23 juillet 2025 un courrier du chef d'établissement d'Air Liquide Hydrogène qui nous informait de la cessation totale des activités de leur établissement situé sur la plateforme chimique de Pont-de-Claix à côté du 23 octobre 2025. Pour rappel, la société Air Liquide exploite une usine de production de monoxyde de carbone et d'hydrogène sur la plateforme chimique. Ces activités sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement, régies par le Code de l'environnement, et disposent des autorisations préfectorales nécessaires depuis octobre 2001. L'usage futur envisagé est donc un usage industriel et pour ce faire, l'avis de la commune est demandé et c'est l'objet de cette délibération. C'est aussi l'occasion de réitérer notre soutien au projet de développement futur de la plateforme chimique, en particulier le projet Exalia, et c'est là-dessus que Monsieur le maire interviendra, ce projet qui a été présenté au cours de l'été 2025. Le soutien unanime du conseil municipal lors du vœu présenté le 26 septembre 2024 et tout au long de l'année 2025 témoigne de l'engagement des élus, toutes tendances confondues, pour soutenir cette filière et ses emplois. Donc, considérant que conformément à l'article R512-39-2 du Code de l'environnement, le maire notifie au préfet et à l'exploitant son accord, et là, ce n'est pas son désaccord, sur le prolongement de l'activité et notamment un avis favorable à l'usage industriel envisagé par l'exploitant. Voilà pour cette délibération. Je mets, à moins qu'il y ait des demandes de prise de parole, non. Je la mets au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Délibération adoptée. Et c'est l'entrée de Monsieur le maire pour donner des informations complémentaires. On va attendre 3 minutes qu'il nous fournisse ces informations qu'il doit avoir. Je l'espère. Parce que voilà. C'est pas fait exprès. Merci. Je suis toujours un peu gêné. Bonsoir à toutes et à tous. Mes excuses et à la fois pour le retard et surtout de vous avoir fait décaler le début de l'ordre du jour de ce conseil municipal à 20h30 plutôt qu'à 18h30. Mais j'étais à la demande du président Converso, Bertrand Converso, aux 140 ans de la Fédération du BTP de l'Isère, tout simplement pour fêter leur anniversaire. Et il souhaitait que chaque collectivité présente un projet majeur que ces collectivités ont réalisé, donc le département, etc., la métropole. Donc voilà, c'est pour ça que... Mais je suis immédiatement venu vous rejoindre. Donc mes excuses, je crois que vous avez quasiment tout terminé. Vous avez été d'une redoutable efficacité. Donc je crois que nous en sommes à la question qui relève, voilà, sur la plateforme chimique. Alors, sur la plateforme chimique, il y a eu beaucoup de choses, mais finalement, qu'est-ce que nous avons de très concret? Nous avons de très concret quelque chose qui va être mis en délibération demain au Conseil métropolitain et qui est relatif au sujet énergétique. Il s'agit de la reprise des activités de Solvay par la compagnie de chauffage et GEG, Gaz et Électricité de Grenoble, 2 sociétés d'économie mixte. Donc sur ce projet Solvay, Solvay avait prévu de quitter le site de Pont-de-Claix avant même les difficultés financières de Vancorex et a entamé des négociations en ce sens. Donc le placement en redressement judiciaire a accéléré ce retrait, à la fois pour répondre aux
au souhait de Solvay, et pour permettre à la métropole et à l'État de sécuriser et relancer les infrastructures de la plateforme industrielle. Vous savez que la CCIAG, la compagnie de chauffage, est délégataire du réseau principal de chauffage urbain. Et elle y est à Solvay par une convention tripartite avec la métropole pour l'échange de chaleur. Depuis 2019, la métropole dispose d'un droit de préemption sur les actifs de Solvay. Je rappelle que nous avions connecté la plateforme chimique au réseau de chaleur et lorsqu'il y avait des excès de chaleur, cela partait au réseau de chauffage urbain pour chauffer, je dirais, la métropole grenobloise. Donc la métropole, depuis 2019, a un droit de préemption sur les actifs de Solvay. Donc, ce qui est important, c'est que la reprise de ces installations de distribution d'énergie garantira que le réseau de chauffage continue à recevoir de la chaleur fatale du site, un apport limité mais utile pour l'environnement et la gestion des pics de consommation. Donc, dans ce cadre, 3 acteurs, publics et parapublics, ont montré une offre commune de reprise. La compagnie de chauffage, pour assurer donc la continuité d'alimentation du réseau de chauffage urbain, avec la production de chaleur sur la plateforme chimique, notamment qui proviennent de Suez. Gaz et électricité de Grenoble pour son expertise énergétique et la gestion des infrastructures. Donc ça, c'est important. Il y a des potentialités en matière d'infrastructures énergétiques extrêmement fortes. Et puis, vous avez la société Primeo, qui est un opérateur spécialisé dans la valorisation de la chaleur fatale, à nouveau. Et Primeo est tout simplement un partenaire suisse. C'est une société coopérative. Et l'objectif, donc, de parvenir à un accord avec Solvay et l'ensemble des utilisateurs et fournisseurs d'énergie de la plateforme afin de reprendre et exploiter l'ensemble des actifs énergétiques nécessaires à la pérennité du site. Le plan économique prévoit un soutien de 4 millions d'euros de Solvay pour moderniser les actifs transférés, financer le rachat par la CCIAG de la canalisation qui relie le réseau de chauffage urbain et garantir pendant 1 an une promesse de vente d'un terrain destiné à de futurs projets énergétiques avec des clauses protégeant contre les pollutions historiques. C'est un site une parcelle qui n'a jamais été utilisée jusqu'à maintenant, dont on ne sait pas ce qu'il y a dessus et dessous. Donc, tout simplement, il se protège dans une seconde phase d'une potentielle pollution qui pourrait y avoir. La vapeur issue de l'incinérateur de Suez serait commercialisée à la fois auprès du repreneur partiel de Vancorex, donc le chinois, 30 kilotonnes, et du réseau de chauffage urbain, 60 kilotonnes. La plateforme consomme environ 15 gigawattheures d'électricité et 12 gigawattheures de gaz, mais le potentiel de chaleur exploitable dépasse les 200 kilotonnes de vapeur, ouvrant la voie à une valorisation accrue. Donc il y a un énorme potentiel en termes de valorisation demain. La reprise de 13 salariés de Solvay assurera la gestion de ses actifs. Enfin, les accords en discussion avec les industriels de la plateforme garantissent déjà un léger excédent financier avec un chiffre d'affaires prévisionnel proche de 10 millions d'euros par an, susceptible de croître grâce à une meilleure utilisation de la chaleur fatale. C'est plutôt une bonne nouvelle que 2 acteurs publics viennent sur la plateforme chimique, 2 acteurs publics locaux, plus Primeo, qui est un spécialiste de ces sujets, et qui permettra d'avoir l'émergence de solutions à la fois d'avoir de l'énergie à disposition des futures installations industrielles, s'il devait y en avoir, et ce qu'on espère, et de proposer des prix attractifs à l'ensemble des acteurs du site et d'envisager des projets futurs de développement. L'énergie, c'est le nœud de beaucoup de sujets. Vous savez qu'il y a, je dirais, des installations électriques qui sont absolument historiques et de grande puissance, et du coup, il faut les conserver pour tout simplement avancer dans cette direction. Donc demain, la métropole, pourquoi la métropole est amenée à délibérer? D'abord parce qu'elle a un droit de préemption sur le Solvay qu'elle ne va pas exercer puisqu'elle ne reprend pas elle-même les choses. Mais par contre, comme nous sommes actionnaires de la compagnie de chauffage très faiblement et de GEG beaucoup plus majoritairement aujourd'hui, il faut l'autorisation de la métropole pour créer une filiale
Et c'est cette filiale, en fait, qui sera à un tiers CCIAG, un tiers GEG, un tiers Priméo. Donc ça veut dire 2 tiers d'acteurs locaux et qui gérera, du coup, les assets et l'ensemble des installations énergétiques de la plateforme chimique. Donc je pense qu'on peut se féliciter de cela. Alors il faut être attentif à la phase 2. La phase 2, c'est un projet qui viserait tout simplement à faire du stockage d'énergie si besoin, au travers de batteries qui pourraient être installées sur un terrain qui est pollué, qui ne peut pas avoir de vocation autre que cela. Mais c'est un sujet foncier qui est extrêmement limité. Ça, c'est CCIAG, GEG, Priméo. Donc ça, c'est plutôt positif. Et demain, nous délibérons pour tout simplement la création de la filiale liée à ça. Vancorex a donc cessé. Vous avez le projet Exalia, qui est aujourd'hui a été présenté le 7 juillet 2025 devant la plateforme chimique, on s'en rappelle, à la fois par Olivier Six et Séverine Dejoux, qui est conçu sur la base du projet de reprise qui avait été proposé par la société coopérative, on s'en rappelle, hein, et qui n'avait pas prospéré au tribunal de commerce de Lyon. Je rappelle que nous avions délibéré pour être actionnaires de cette société coopérative. La métropole également, et plusieurs communes s'étaient engagées. Il constitue le seul projet, le projet Exalia. Exalia, pour l'explication, ex, c'est la fin du mot Vancorex. Et alia, c'est tout simplement l'avenir, quoi. Donc, c'est le projet Exalia, c'est tout simplement comment on arrive à faire repartir une activité chimique. Je voudrais d'ailleurs le dire ici. Moi, j'ai milité devant la préfète, mais également devant Marc Ferracci lorsqu'il était venu à la préfecture, que ce site reste une plateforme chimique. Et ça a été quelque chose qui a été évidemment défendu. Donc ce projet Exalia, il est le seul projet qui permet d'engager rapidement une nouvelle phase industrielle sur le site, ainsi qu'une reprise de la mine de sel de Haute-Rive. Voilà, ça c'est important. Interconnecté par le Somoduc, qui traverse tout le département de l'Isère, à la plateforme chimique de Pont-de-Claix. Le projet entend réactiver à court terme la filière sel-chlore de la plateforme et développer à moyen terme de nouveaux débouchés autour des isocyanates décarbonés. Je rappelle que les Chinois ont repris l'ensemble des brevets de la plateforme, même les brevets des activités qu'ils n'ont pas repris. Ça restera un grand mystère, ceci. Au moment où il faudra un jour qu'on comprenne pourquoi, tout simplement, le tribunal de commerce a donné les brevets à un repreneur qui n'a pas repris les activités. Avec pour ambition de faire la plateforme de Pont-de-Claix un pôle de chimie décarboné, la première plateforme chimique décarbonée. Derrière le projet porté par Olivier Six et Séverine Dejoux, il s'agit de la production d'isocyanate, mais à partir, non pas de dérivés pétroliers, mais à partir de la biomasse. Donc à partir de produits décarbonés et de produits biosourcés. Ce qui serait complètement unique aujourd'hui en Europe et dans le monde globalement. On a des échanges techniques en cours avec les services de l'État pour valider la capacité technique et financière permettant l'exploitation de la mine, ainsi que la viabilité économique du projet de reprise. Le projet Exalia est en train d'affiner le projet économique et d'être en mesure de présenter une offre de reprise finalisée qui devrait faire l'objet d'une décision du tribunal de commerce en novembre-décembre 2025, bientôt. Tout simplement sur ce point-là. Démarrage du chlore, sel-chlore. Ils ont et Soude, ils ont des acheteurs potentiels, ils ont aujourd'hui un business plan qui fonctionne. L'investisseur indien est toujours là, non pas pour l'activité du sel, mais pour d'autres activités à terme, et notamment de nouvelles molécules qui seraient fabriquées sur le site. Ils ont besoin de financement à la fois public, ils l'ont dit, aux alentours de 20 millions. Ils attendent 10 millions de la part de l'État, qui n'a toujours pas donné son accord,
et 10 millions dans le cadre d'une convention qui serait signée entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et la métropole. Je rappelle que nous n'avons pas le droit de financer des activités des entreprises, c'est interdit. Le règlement ne permet pas à la métropole, c'est comme ça, nous sommes acteurs du foncier et pas acteurs du soutien économique. Seule la région a cette compétence, mais nous pouvons l'avoir si nous sommes dans un partenariat avec la région, c'est-à-dire dans une convention de participation. Nous définirons les modalités. Est-ce qu'il s'agit d'avances remboursables? Est-ce qu'il s'agit de prêts? Tout ceci reste encore à définir ensemble. Et pour la région, ça serait 7 millions. Pour la métropole, ça serait 3 millions. Je rappelle que ça permettrait quand même de sauver un électrolyseur qui a été financé par pas mal d'argent public, 40 millions d'euros d'argent public de l'État, de la métropole, de la région également. Donc essayons de mesurer. Derrière cela, sinon, cet électrolyseur sera vendu au kilo ou à la tonne à sans doute des acteurs étrangers qui sont déjà là en attente. Voilà le point où nous en sommes. C'est assez majeur, en fait. Ce qui va se passer là, de nouveau, dans les semaines qui viennent, est assez majeur. Bon, ça ne vous a pas échappé que nous n'avons pas de gouvernement. Enfin, nous avons un Premier ministre, ça c'est sûr. Nous n'avons pas de ministre de l'Industrie encore. Mais globalement, la députée de la 4e circonscription, Marie-Noëlle Baptiste, elle a interpellé le Premier ministre, M. Lecornu, sur ce sujet-là, en espérant que ça soit plus, comment dirais-je, plus allant de la part du Premier ministre. Et nous avons un deuxième sujet qui est connexe, puisqu'il y a des interactions. Ferropem, sur lequel on s'est beaucoup mobilisé il y a quelques mois de cela, est aujourd'hui en difficulté, car les droits de douane américains entraînent des conséquences extrêmement lourdes sur la production de silicium. Nous ne produisons plus de silicium aujourd'hui. C'est quand même ça le sujet. Et surtout, c'est qu'il y a un projet, potentiellement sur la plateforme chimique de Pont-de-Claix, de développement, tout simplement, d'autres molécules à partir du silicium de l'IVGAV, et qui serait là aussi unique en France. Donc, vous voyez que nous sommes en permanence en train d'essayer de trouver des solutions. Et heureusement que nous avons des acteurs industriels qui sont prêts avec les collectivités pour trouver des solutions. Voilà, nous restons mobilisés. Mais comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. J'espère qu'on aura des réponses positives de la part de l'État. Le ministre de l'Industrie doit donner son accord pour la reprise de la mine par la société qui serait ainsi créée. Je rappelle que si nous reprenons la mine, c'est-à-dire que nous l'exploitons. La société va l'exploiter. Si elle n'est pas reprise, il va falloir la fermer. Et la fermer, ça coûte plusieurs dizaines de millions aujourd'hui, si nous ne voulons pas en faire une catastrophe écologique demain dans la Drôme. Donc, vous voyez que tout se tient. Et si je permets de continuer, la mine de Haute-Rive, et ça, c'est le génie de ceux qui ont créé ça, parce qu'il faut appeler ça du génie, au vrai sens du terme. L'extraction de la saumure est équilibrée en pression par un gaz, un hydrocarbure qui sert à la plateforme de Feyzin. Ça veut dire que si demain la mine ferme, les vapocraqueurs de Feyzin ne seront plus alimentés. Donc on est de nouveau dans une forme d'effet domino. Et quand je dis c'est du génie, parce qu'à un moment donné, d'avoir pu penser qu'on peut équilibrer une mine souterraine avec du gaz qui peut servir 2 plateformes et 3 plateformes aujourd'hui, celle de Feyzin, celle de Pont-de-Claix, celle de Jarry. Voilà, donc je ne peux pas vous en dire plus, voilà où nous en sommes. On aura sans doute des éléments demain par, comment dire, je crois que c'est Vincent Fristo qui est présent demain au Conseil métropolitain, mais pas Alain Confesson. Donc qui permettra de présenter plus en détail ce projet côté GEG. Mais voilà, la ville de Grenoble prendra la même délibération lundi dans son conseil municipal. En tout cas, félicitons-nous qu'il puisse y avoir des acteurs publics qui rentrent avec un modèle, avec un acteur privé suisse, Primeo, pour, je dirais,
reprendre en main cette réindustrialisation. Peut-être qu'il y a des questions et je vous laisse évidemment la parole. Y a-t-il des questions? Patrick Durand. Non, mais sur le projet, quel statut on va avoir les salariés entre les trois entreprises, la compagnie de chauffe, GEG et la dernière, j'ai mangé le nom, Priméo. Et deuxième petite question qui a été posée au conseil d'administration de GEG, Solvay, il y avait 29 salariés, on passe à 13, il y a une raison particulière? Alors, les éléments seront donnés demain par Vincent Fristo. En fait, le périmètre de reprise n'est pas complètement la totalité du périmètre existant préalablement. Et il y a encore des discussions sur ce point-là, visiblement. Les choses ne sont pas totalement arrêtées de ce que j'ai pu lire dans les échanges qu'il y a eu. Le statut, c'est une vraie bonne question. Et notamment le statut de la filière, en fait, pour ces salariés-là. Là aussi, les choses sont en discussion et ne sont pas potentiellement arrêtées, mais on sait que c'est un sujet extrêmement sensible. Et on veillera qu'effectivement, le statut puisse perdurer, tout simplement, puisque c'est une filiale de GEG notamment, et que tout simplement ce statut des industries électriques et gazières puisse être tout simplement maintenu. C'est un sujet. Mais Brock Boukersi. Pour info, l'entreprise qui produisait du silicium à Lévis-Gavet, Péchinet à l'époque, ils vont la rouvrir pour pouvoir... Elle n'est pas fermée. Elle n'est pas fermée, d'accord. En fait, pardon, il y avait deux entreprises de Ferropem. Une ici et une en Savoie. On a sauvé celle-ci, celle de Savoie a fermé. En fait, c'est ça. C'est, je ne sais plus le nom, Château-Feuillet ou quelque chose comme ça. J'ai plus en tête exactement. C'est celle de Savoie qui a fermé. Et là, il y a des énormes enjeux, parce que je rappelle qu'on a été la sauver par la mobilisation, par le travail aussi des salariés, et très largement des organisations syndicales. Là, on voit directement, hein, d'un côté, nous, la concurrence chinoise, et de l'autre côté, tout simplement, la politique américaine en matière de droits de douane. On voit qu'on est des nains, mais ça, on le découvre chaque jour, d'une certaine façon, et qu'on n'a aucune stratégie européenne en la matière. On a signé un courrier que je pourrais mettre à votre disposition, évidemment, avec la députée Gilles Strapazon, le conseiller départemental. On interpelle M. Lecornu, le Premier ministre, mais également le député européen Raphaël Glucksmann sur ces questions de droits de douane, puisqu'il était venu il y a quelques mois de cela, notamment sur ce sujet du silicium. Et c'est un sujet qu'il connaît bien, donc pour essayer de faire avancer côté Europe, justement, des éléments là-dessus. Mais vous savez très bien que la discussion qu'il y a eu entre Mme von der Leyen et Donald Trump a été une discussion, une négociation de courte durée, puisque l'Europe a plié et s'est pliée complètement aux exigences américaines. Voilà. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Non. Alors, très bien, on me dit qu'il ne nous reste que les décisions du maire. C'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Est-ce que ça appelle des observations ? Non. Eh bien, écoutez, très bien. Prochain conseil municipal, le 13 novembre. Et la séance est levée. Encore une fois, mes excuses pour tout à l'heure. Merci infiniment.